Je suis un peu stressé. J'ai plein de notes parce que je viens passer un examen. Je postule ce soir pour être ministre du Logement le 25 avril prochain. Et je postule devant mon conseiller logement, François Piquemal. Et donc, il s'agit que ce soir, j'obtienne votre approbation et la sienne. Ah, c'est oui, mais attendez. Non, ça ne peut pas marcher comme ça, les suffrages populaires. Vous savez, le mandat, il est révocable, donc quand même, avant qu'on entre dans un ministère, prenons un peu le temps de tout ça. Non, ce matin, je visitais donc le quartier de la Reinerie, à l'invitation de François, avec Karine, qui expliquait que, bon, elle habite là depuis des années, que c'était un quartier où il y avait des ouvriers, il y avait des retraités, il y avait des personnes qui ont travaillé dans l'enseignement, il y avait un commercial, il y avait des aides-soignantes, bref, qu'il y avait aussi des demandeurs d'emploi, que là, il y avait une mixité sociale qui était installée depuis des décennies dans le quartier de la Reinerie. Et je rencontre Michel, architecte, qui me dit, voilà, il y a des grands prix de l'architecture, j'ai oublié le nom du grand prix. Le prix Pritzker. Alors c'est le prix Nobel de l'architecture, c'est un prix mondial, et donc il y a des architectes qui ont reçu ce prix-là, qui se positionnaient pour dire, ce quartier de la Reinerie, c'est vraiment une œuvre patrimoniale, les gens ils y vivent bien, ça a été pensé pour les gens, et donc il s'agit de le préserver, de le sauver. Donc il y a des grands pontes de l'architecture mondiale qui se sont positionnés pour la préservation de ça et qui ont dit, regardez à Bordeaux, par exemple, ils ont réussi une réhabilitation d'un quartier qui ressemble à ça, et il n'y a pas de raison qu'ici on le démolisse plutôt que de le réhabiliter, d'autant que ça va coûter plus cher. Je rencontrais aussi Mohamed dans son logement qui me disait que, bon, là, lui, il y avait mis des années d'économie dans son logement parce qu'il est copropriétaire pour obtenir un T5. Il lui reste 1 an à payer, 1 an de crédit, encore sur le dos, mais qu'au bout de toutes ces années, ça sera à lui, et c'est son petit patrimoine pour la retraite, et que là, on lui propose de lui racheter ça pour 80 000 €. Et il a regardé, si vous voulez avoir donc là, il est dans un T5 à Toulouse, et s'il veut aller à Muret, donc qui est plus loin, il aura un T3 à 125 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui propose un relogement plus loin du centre-ville, pour plus cher et pour plus petit. On peut se demander quelle est la logique qui est à l'œuvre derrière ce projet de destruction. Puisque ce n'est pas pour faire des économies, ça va coûter plus cher. Alors, je vais émettre des hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans l'idéologie de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui pense qu'il faut, quand on s'attaque à un quartier, et c'est peut-être le mot s'attaquer est parfois assez juste, il faut de la destruction. Il faut 20% de destruction. Il y a une espèce de dogme comme ça à l'ANRU, et moi j'interpellais la directrice générale Anne-Claire Miellot à l'Assemblée nationale, puisque dans mon coin à Amiens, il y a un quartier qui s'appelle Étouvie, où les habitants ont fait une votation. Donc, le premier bâtiment, c'était 99% pour refuser ça. Le deuxième bâtiment, c'était 91%. Le troisième bâtiment, c'était 58%. Donc, une majorité à chaque fois pour refuser la destruction des immeubles. Et la réponse de la directrice générale de l'ANRU était celle-ci. Ma question est, elle dit, comment accompagner les habitants quand ils doivent partir? Je vais mettre en cause ça. Pourquoi ils devraient partir? Est-ce qu'on rénove pour les habitants ou est-ce qu'on rénove pour chasser les habitants? Et elle poursuit. Alors, on a parfois des problèmes parce que les habitants dans un quartier nous avaient fait part de leur souhait de ne pas quitter leur quartier, même quand on leur proposait des logements intéressants, car qu'ils savaient qu'après la rénovation, le quartier serait beau et fonctionnel. Ben oui, déjà les gens ils sont contents d'habiter dans leur quartier, on leur dit on va l'améliorer, mais vous allez devoir déménager. Je veux dire, il n'y a personne qui a envie de signer, a priori. Donc je lui répliquais que ce que vous dites, c'est que l'on va mieux expliquer, parce qu'on voilà, il s'agissait d'avoir du dialogue, de la concertation, machin, bon, bref, d'embrouiller, quoi. De la pédagogie.
De la pédagogie, voilà, c'est ça. Il faut faire de la pédagogie parce que les habitants sont un peu des enfants et donc, bon mais ils vont finir par comprendre. Donc, je lui disais, ce que vous me dites, c'est qu'on va mieux expliquer aux gens pourquoi ils doivent quitter leur quartier. J'aimerais un franc changement de doctrine de la part de l'ANRU et que le principe soit que s'ils ne veulent pas partir, ils ne doivent pas partir. Si on fait la rénovation urbaine, ça doit être d'abord pour les gens qui sont là, non pour qu'ils soient éloignés, chassés, mais pour qu'ils puissent mieux vivre sur place. Donc, première explication, ce dogme de la destruction à l'ANRU. Deuxième explication, une idéologie politique qui est que tout doit passer par le bâti. Je m'explique. Parce que le bâti, c'est visible. Quand un maire touche au bâti, il fait une œuvre qui est une œuvre visible. Je m'explique. Si vous regardez comment est pensée, par exemple, la question de la santé, je vois, chez moi, on a construit un hôpital à 1 milliard d'euros. Mais en revanche, derrière, il n'y avait pas d'infirmier. On a mis des plantes vertes qui ont coûté 80 000 euros dans le hall, parce qu'il fallait une belle vitrine pour concurrencer la clinique privée. Les plantes vertes, elles ont crevé. On a remis d'autres plantes vertes à la place. Mais en revanche, les agents d'entretien, on les a sous-traités au privé, et en leur donnant des petits bouts de contrat le matin et des petits bouts de contrat le soir. C'est-à-dire que quand on pense santé, on ne va pas penser qu'est-ce qu'il faut comme agent, il s'agit d'en supprimer, qu'est-ce qu'il faut comme humain, mais on va penser bâtiment. Mais regardez comment on pense la question des prisons. La vraie question pour les prisons, ça devrait être comment un gars, une fille, qui a passé des mois ou des années à l'intérieur d'une prison, il va avoir des passerelles pour une fois qu'il est dehors, pas se retrouver sans boulot, sans logement, sans famille, sans fric, et être dans la galère dès qu'il sort, mais qu'il y a un projet de reconstruction de son existence derrière, et que le passage par la case prison puisse lui avoir servi à ça. Donc il s'agit de mettre des gens à l'intérieur de l'institution qui vont aider à passer vers l'extérieur. Mais qui pense à ça quand on parle prison? Les ministres, ils parlent quoi? De construire des nouvelles prisons. Et évidemment, ce sont des projets qui sont vantés en long et en large et en travers sur TF1, Bouygues. Et donc, il y a une pensée par le bâti. Mais de la même manière, encore, les quartiers sont pensés comme ça. Quand on dit, voilà, il y a des problèmes de deal. Hein? C'est vrai, apparemment. Et ça s'est aggravé parce que quand on a la moitié des cages d'escalier qui sont vides, ben forcément, ça ouvre la porte pour que ça s'amplifie. Comment on pense résoudre la question des problèmes dans les quartiers? C'est pas en mettant des éducateurs, c'est pas en mettant des animateurs, mais c'est en détruisant des bâtiments par une espèce de magie du bâti. Je rencontrais là plus tard sur la dalle du Mirail, Issam et Abdel, par hasard, j'étais en train de bouffer mon kebab, quoi. Enfin, c'est trop un kebab pour moi, enfin c'est pas grave. Mais, et il me disait, ben voilà, quand on était gamin, je lui demande alors, qu'est-ce que vous pensez de la transformation du quartier? J'ai pas eu à insister. Le premier truc sur lequel ils sont venus, c'est, nous, quand on était gamins, il y avait des éducateurs partout, et ils venaient avec leur trafic, ils nous mettaient dans des places devant, derrière et tout ça, ils faisaient signer des décharges à nos parents, et le week-end, on partait à la campagne, l'été, on faisait des petits boulots, et puis on avait un petit billet en échange des petits travaux qu'on faisait à la campagne. On a fait du ski, moi j'ai fait du canoë-kayak, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait du judo, j'ai fait tout ça grâce aux éducateurs qui ont éveillé en moi l'envie. Et qu'est-ce qu'il y a pour les gamins aujourd'hui? Il n'y a plus rien. J'étais en contact avec 2 associations, avec des chefs éducateurs, en gros, et ils disent bah, nous, on n'a plus de subvention, on n'a plus rien. Donc, ils ne croisent rien. Et évidemment, la question, pour moi, des quartiers, comme plein de questions, devrait être passée par quel lien, quelle passerelle, quel pont on mène, on donne aux gens pour les accompagner dans leurs projets, pour réveiller en eux l'envie, plutôt que de strictement tout le temps poser la question du bâtiment en une forme de pensée magique. Voilà la deuxième explication que je donne à ce projet de destruction. Il y en a une troisième qui me paraît beaucoup plus massive et beaucoup plus évidente, c'est la lutte des classes. Vous savez que j'explique beaucoup de choses, moi, par la lutte des classes. C'est quoi? Là, en l'occurrence, la lutte des classes est une lutte pour l'espace. Ça se traduit dans la place que vont pouvoir occuper les habitants. Que se passe-t-il? On a là une poche d'habitat populaire, sans doute parce qu'elle était un peu reculée du centre-ville. Donc, on l'avait peuplée de travailleurs, à l'époque. Et aujourd'hui, la ville grandit, donc c'est réintégré dans la ville. En 1993,
une station de métro ouvre, qui fait qu'auparavant, il fallait prendre le bus 148 qui mettait 1h30 pour rejoindre le centre-ville, et aujourd'hui, on est à 10 minutes du centre-ville. Il y a là un lac, il y a là un château, il y a là un parc. Donc, évidemment, ce lieu-là, pourquoi il continuerait à être pour des gens normaux? Il faut qu'il y ait une élévation du prix du mètre carré. Et évidemment, il y a deux enjeux là-dedans. Il n'y a que les belles places doivent aller à ceux qui, à la bourgeoisie. Allez, puisqu'on a parlé de lutte des classes. Hein. Et il y a un enjeu spéculatif. Là, ça va passer de 1 200 € du mètre carré en gros à 2 400 € à peu près. Et ce que je décris là, au fond, est une lutte des classes circonscrite à un quartier qui a un exemple local, mais de quelque chose qui se passe de manière nationale. Un des enjeux aujourd'hui, mais depuis 30 ans, c'est en fait l'exclusion des classes populaires des métropoles et leur relégation non seulement à l'extérieur des villes, mais toujours plus loin à l'extérieur des villes. Hier, j'étais à Carbone. À Carbone, j'avais interrogé, il y a 3 ans, au mouvement des Gilets jaunes, une personne Sabrina, qui travaille comme accompagnante d'enfants en situation de handicap, son mari étant chaudronnier, et disant, ben voilà, nous, avec nos 2 petits salaires, eh bien, quand on va à la banque, on ne peut pas avoir un crédit. Là, donc, elle était là hier au meeting, je reprends ses nouvelles 3 années après, elle dit, si, c'est bon, on a eu un crédit, on a pu acheter la maison, mais on n'a pas pu l'acheter à Carbone, parce que c'est trop cher du mètre carré, on l'a acheté dans un village à 15 km de là. Ça veut dire qu'elle se retrouve, Carbone, c'est quoi, à une demi-heure de Toulouse? Hein? Donc ça se retrouve à 3/4 d'heure de Toulouse. Ça pose aussi des questions écologiques, cet éloignement des travailleurs de leur lieu de travail, vous voyez, des lieux de production. Et donc, c'est quelque chose qui se passe depuis 30 ans, c'est une lutte des classes qui est une lutte pour l'espace et qui fait que les classes populaires sont reléguées hors des villes, souvent même plus en première couronne, souvent même plus en deuxième couronne, mais en vérité, dans des périphéries lointaines. Et ce que vous avez là, c'est une poche de résistance. C'est, pour le capital, une anomalie. Et donc, cette anomalie, eh ben, il s'agit de rendre ça au marché, à la main invisible du marché, qui va faire que ce beau territoire iront pour des gens qui en ont les moyens. Ça rejoint pour moi d'autres questions, qui est le pouvoir de vivre. J'aime pas trop le pouvoir d'achat parce qu'il ne s'agit pas seulement d'acheter, mais le pouvoir de vivre. La question du logement est centrale dans le pouvoir d'achat, pouvoir de vivre. Aujourd'hui, c'est certes pour les 20% les plus riches le 4e poste de dépense, le logement, mais pour les 20% les plus modestes, c'est le premier poste de dépense. Et c'est un premier poste de dépense qui est en augmentation constante puisque les prix du mètre carré ont été multipliés par 2,8 en 20 ans, et les prix du locatif ont été multipliés, ont grimpé de 44% en 10 ans. Donc c'est un prix qui explose. La part des dépenses de logement dans les revenus des ménages en général augmente, et d'autant plus quand on est modeste. Là, je signale quand même au passage, par ailleurs, que le prix du logement n'est pas pris en compte par l'inflation. Ça, c'est quand même quelque chose qui est dingue. C'est quand même quelque chose qui est dingue parce qu'on a là quelque chose qui est absolument nécessaire à tout le monde, qui augmente à vitesse grand V et qui n'est pas pris en compte dans l'inflation, donc ça veut dire sur lequel le SMIC ne va pas pouvoir aller en même temps que le prix du logement parce que ce n'est pas pris en compte. Bon, je pense que c'est une anomalie qu'il nous faudra résoudre dès le 25 avril. Mais franchement, si vous êtes chaud pour des micro-mesures comme ça, bon. Si vous êtes chaud pour la réforme de la mesure de l'inflation par l'INSEE, bon, d'accord, c'est sympa, vous êtes sympa ici à tout le monde. Mais on va quand même faire mieux, j'espère. Or, tiens, petite anecdote, parce que bon, sous le mandat de Macron, ça a été le premier secteur qui a été touché, c'était le logement. Vous savez, il a fait 10 milliards d'euros au total sur le logement. Alors, ça a été la baisse des APL qui a été le truc le plus... La baisse des APL qui fait que dans les 5% les plus pauvres, les mesures fiscales vont contribuer pendant le mandat de Macron à baisser le revenu des 5% les plus pauvres d'entre 35 et 100 euros. Alors que les mesures fiscales augmentent de 3 500 euros pour le 1% les plus riches. Bon. Et j'étais au 8e étage du 101 de l'université où je prenais mon petit déjeuner il y a quelque temps, au moment où Michael Nogal, qui était le député d'ici,
est rentré, vous savez, à l'ANIA, c'est-à-dire au lobby de l'industrie agroalimentaire. Je vois que vous ne connaissez même pas le nom de votre député. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Alors peut-être ça sert même que je dise en rien que j'en dise du mal, alors du coup. Si vous voulez que je dise du mal quand même. Bon, il y a une porte vitrée, mais j'entends quand même, il y a deux macronistes de l'autre côté qui sont en train de discuter, et j'ai mon oreille qui traîne, et j'entends quand même. Je dis, putain, t'as vu ce salaud de Nogal? Et il va se recycler comme ça dans les lobbies directement, c'est quand même... Ouais, et puis pourquoi on n'a rien fait pendant 5 ans sur le logement? Pourquoi on n'a rien fait? Eh ben, c'est parce que Nogal, il bloquait tout. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Macron, pendant ce temps-là, a été de quoi faire? A été de libérer le marché. La loi Elan, de stimuler le marché. De faire, en fait, que l'immobilier devienne encore davantage, c'était le cas, un actif immobilier, un actif spéculatif, c'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui ça a une valeur d'usage, on dort dedans, c'est un toit, c'est la sécurité, c'est le confort, c'est là où on va passer une partie de sa vie et où on va élever ses enfants, il faut y être bien, et il y en a pour qui le logement, quand le panier d'euros déborde, c'est un actif, on investit dedans et on peut même se permettre qu'il soit vide. Aujourd'hui, en France, il y a 3 millions de logements vides. Il y a 100 000 logements vides en plus tous les ans. Donc évidemment, on taxe ça. On taxe le logement vide. On empêche qu'il y ait des logements vides. Il faut que les logements, ils aient non seulement une valeur spéculative, mais qu'ils aient surtout une valeur d'usage. On a une hyperconcentration. C'est un actif spéculatif, le logement. On a une hyperconcentration des logements, de l'immobilier. C'est-à-dire que 3% des foyers français disposent aujourd'hui de 50% des habitations louées hors parc social. Donc vous voyez une hyperconcentration entre les mains de quelques-uns. Se pose, et je veux poser cette question-là qui est la question centrale pour moi, mais avec mon regard qui est un regard économique, social, écologique, qui sont pour moi les questions centrales de notre temps. La question majeure pour moi du scrutin du 10 avril, c'est est-ce qu'on veut le marché, un marché stimulé, un marché libéré, ou bien est-ce qu'on pense qu'il faut construire à la fois du hors-marché, et là en matière de logement, c'est penser qu'il faut 200 000 logements par an qui sont dans le parc social, c'est la mesure qui est proposée par l'Avenir en commun, 200 000, donc c'est faire du hors-marché, et que par ailleurs, ce qui est dans le marché soit encadré, soit régulé, donc avec un encadrement des loyers, un encadrement des prix au mètre carré, qui est également une autre mesure de l'Avenir en commun. Je pense que... si vous voulez. Je pense que c'est la grande question, c'est pour les personnes âgées, est-ce que les maisons de retraite sont du marché ou sont pas du marché? Est-ce que c'est une marchandise? L'éducation, est-ce que c'est du marché ou est-ce que c'est du hors-marché? La culture, est-ce que c'est du marché ou est-ce que c'est du hors-marché? Pour moi, c'est la question centrale qui doit se poser à nous le 10 avril, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on place hors du marché et comment on encadre cette main invisible du marché qui ne produit qu'une chose, c'est la concentration. Elle prend tout aux uns pour tout donner aux autres, ce marché-là. Et en plus, on a un État qui, à la place de venir rééquilibrer la main visible du marché, décide en prenant les APL aux uns pour ôter l'ISF des autres, qui décide de venir encore plus déséquilibrer la main invisible du marché. Et pour moi, c'est la question centrale de notre temps, c'est qu'est-ce qu'on sort du marché, comment on régule, comment on encadre le marché. J'étais ensuite, je suis allé sur la dalle du Mirail, comme je disais, faire un petit speech avec les étudiants. Pour rester sur la question du logement, les étudiants et les jeunes en vérité, j'ai pas envie moi, il y a 50% de jeunes qui vont en études et 50% qui vont pas en études. Il nous faut constamment penser les deux. Je le dis parce que l'univers médiatique, l'univers politique, l'univers économique a à son sommet constamment des gens qui ont réussi dans les études et donc qui pensent aux gens qui ont réussi dans les études, qui posent comme des gens qui ont réussi dans les études et qui bien souvent oublient au fond au moins la moitié des Français. Et c'est un travers que nous, à la France Insoumise, nous, avec l'Union populaire, nous ne devons pas reproduire. Et donc, quand on regarde les budgets de la jeunesse, là on est à 70% qui est consacré au logement.
c'est pas un tiers, c'est 70%. Ça veut dire qu'on a une vie serrée dans l'immobilier avec un immobilier rétréci, mais une vie serrée parce que tout le reste, les soins, l'alimentation, mais aussi les loisirs qui disparaissent en fait complètement, sont réduits au minimum. Aujourd'hui, il y a 2% des étudiants qui habitent en résidence universitaire. Voilà, ça veut dire 98% qui sont dans le parc privé. On a 13% des jeunes qui sont dans le parc social. Dans les années 80, c'était le double, c'était 26% qui étaient dans le parc social. Donc on voit comment les jeunes, qui sont ceux qui ont le moins de revenus aujourd'hui dans notre pays, sont ceux qui vont devoir aller louer dans le privé et vraisemblablement dans les métropoles, donc c'est-à-dire à l'endroit où c'est le plus cher, alors que ce sont ceux qui ont le moins de moyens. Et ça produit un flux financier, grosso modo, d'une jeunesse qui est pauvre aujourd'hui, qui est massivement pauvre, vers des propriétaires qui, eux, sont des personnes âgées et nettement plus riches. Il est évident que ce flux financier, il faut l'entraver en construisant des résidences universitaires pour les étudiants, mais aussi en faisant que le parc social soit accessible désormais davantage à la jeunesse. Alors, je le disais dans ma campagne de 2017, mon adversaire, bien sûr, c'est la finance. Mais c'est surtout l'indifférence. Notre adversaire, ben c'est Macron, c'est Le Pen et tout ça si vous voulez. Mais notre adversaire principal, c'est le découragement des gens. C'est l'abstention qui se traduit par l'abstention, mais c'est ce sentiment d'indifférence. Et je suis là, moi, ce soir, pour vous inviter à tout faire dans les 3 semaines qu'il nous reste pour crever la carapace d'indifférence des gens, qui est une fausse indifférence, qui est en fait la peur d'être cocu. Vous savez, l'amour, c'est compliqué. On se dit, mais putain, je vais être trompé, elle va pas m'aimer, elle va me laisser. Enfin, bon, c'est une prise de risque. Et quelque part, le rapport à la politique, il est un peu de cet ordre-là aujourd'hui. Putain, ça fait 40 ans qu'on est cocu. On va pas y croire encore une fois. On va pas se laisser avoir. Et donc, on a ce devoir-là, aujourd'hui, auprès de nos cousins, nos voisins, nos collègues. On doit les faire chier un peu, quoi. Moi, je viens pas pour que vous votiez ce soir pour Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, si vous ne le faites pas, je comprendrai pas. Vous êtes là, vous avez pas eu le temps de venir vous faire suer pendant 2 heures. Heureusement qu'il y avait de la musique avant. Mais je viens pour vous dire, pendant 3 semaines, regardez les 5, les 10, les 15, les 20 personnes que votre entourage vous pouvez convaincre. C'est même pas convaincre que le programme il est mieux que l'autre, c'est convaincre d'aller jusqu'au bureau de vote. De se dire, bah, allez, je mets mon petit billet dans l'urne. Vous savez, moi je veux que le 10 avril, nous n'ayons aucun regret. Roosevelt disait, il faut tout essayer. Le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Et je pense que voilà, dans les 3 semaines qui viennent, moi, c'est pas seulement pour que vous votiez, mais c'est que pour que vous alliez chercher des gens, pour que vous essayiez de les réveiller, pour que vous essayiez de les ramener. Eh oui, c'est dur. Je le vois sur votre visage. Je vois combien c'est dur. Je vois combien vous savez que l'adversaire principal est celui-là, et que quand on parle à ça, c'est même pas comme si on se heurtait à un mur, c'est comme si on se heurtait à de la boue, à quelque chose de visqueux dont on n'arrive pas à décoller. Et pourtant, si on n'arrive pas à faire ça, si on n'arrive pas à faire ça au quartier de la Reinerie, si on n'arrive pas à faire ça à Carbone, si on n'arrive pas à faire ça dans les milieux populaires, qu'ils soient les milieux populaires des villes ou les milieux populaires des campagnes, dans ces milieux populaires dont la gauche a divorcé pendant 40 ans, si on n'arrive pas à faire ça, on n'a aucune chance de gagner. Donc moi, je vous invite très fortement, pendant les 3 semaines qui viennent, à n'avoir pas de regrets et à tout faire pour briser, avec l'Union populaire, avec Jean-Luc Mélenchon, cette carapace d'indifférence. Je vous remercie. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Merci Toulouse. Pas la Marseillaise, c'est quoi? Il n'y a pas la Marseillaise, il y a une chanson là quand même. Le nouveau clip de campagne. Ah mais il faudrait qu'on chante, non?
On est là. On est là. On est là. Baisse le son, puis on chante quand même, non? Bah, attends, on va voir directement les mecs sur le côté. Il faut